Bonjour, on va voir aujourd'hui les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus. Ces fractures l'épiphyse ou l'extrémité proximale de l'humérus, elles siègent anatomiquement au-dessus de l'insertion du tendon du muscle grand pectoral. C'est des fractures quand même fréquentes car elles occupent le troisième rang en matière de fréquence après les fractures du radius distal et les fractures de l'extrémité proximale du fémur. Elles sont plus fréquentes chez la femme âgée et ceci est dû à la coexistence de l'ostéoporose. Elles sont plus rares, fort heureusement, chez les sujets jeunes, mais elles sont plus graves car elles sont secondaires à des traumatismes de haute vélocité tels que les accidents de la voie publique et les accidents de la circulation. Leur prise en charge est difficile car la fracture elle est articulaire, elle touche une articulation très mobile qui est l'épaule, guettée par une complication très redoutable qui est la raideur de l'épaule. Imaginez votre épaule qui ne bouge pas. Vous n'allez avoir qu'un secteur de mobilité au niveau du coude, qui est la flexion-extension et la pronosupination, ce qui ne permet pas vraiment à la main, organe de préhension, d'aller n'importe où de l'espace. Pour rappel anatomique, il faut savoir que l'extrémité supérieure de l'humérus est composée par une tête humérale. C'est un tiers de sphère cartilagineuse qui s'articule avec la glène humérale. Cette articulation est très mobile. Cette partie articulaire est reliée à la région des tubérosités par le col anatomique. Le col anatomique est le siège de pénétration des vaisseaux, qui est de type terminal, et toute fracture au niveau du col anatomique risque d'évoluer vers une nécrose céphalique. La région des tubérosités, surtout le trochitaire ou le tubercule majeur, qui est la zone d'insertion des muscles de la coiffe des rotateurs, qui sont le sus-épineux, le sous-épineux et le petit rang. Le trochin, un peu en antérieur, est le siège d'insertion du muscle sous-scapulaire, qui est rotateur interne. Le col chirurgical n'est pas vraiment une zone anatomique, mais c'est tout simplement une région de fréquence élevée de fractures. On a dit que c'est une articulation très mobile, elle est assimilée à un ballon dans une assiette plate. La capsule articulaire est un peu lâche, renforcée par des ligaments, surtout le ligament antéro-inférieur, ce qui permet à l'épaule de réaliser la circonduction, qui est un mouvement très ample associant l'antépulsion, la rétropulsion, l'abduction, l'adduction et les rotations externes et internes. En fin de compte, c'est au niveau de l'épaule qu'on peut faire toute la rotation du membre supérieur. La vascularisation, elle est de type terminal, elle est assurée par les branches de l'artère circonflexe antérieure. Ces branches pénètrent l'épiphyse par le col anatomique et toute fracture à ce niveau-là, on l'a déjà dit, risque d'entraîner et d'évoluer la fracture vers une nécrose céphalique. Sur le plan anatomopathologique, on peut se fracturer l'extrémité supérieure de l'humérus de deux façons, soit d'une façon indirecte, suite à une chute, et la réception peut se faire soit sur l'avant-bras, sur le coude ou sur la paume de la main. Plus rarement, le traumatisme est direct lorsqu'on reçoit directement un coup de bâton ou une chute sur le moignon de l'épaule. L'enfant, l'adulte jeune, le sujet âgé ne sont pas semblables. Chez l'enfant, on a le cartilage de croissance ou cartilage de conjugaison qui est la zone la plus faible. L'os chez l'enfant, il est encore plastique et élastique. On voit chez l'enfant beaucoup plus des traumatismes du cartilage de croissance et des fractures en mode de beurre. Chez l'adulte jeune, l'os est plus solide que les éléments capsulo-ligamentaires et chez lui, on voit plus de luxation d'épaule que de fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus. A l'inverse du sujet âgé, à cause de l'ostéoporose, on voit plus de fractures que de luxation. Toutes les fractures sont classées pour une meilleure étude. Les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus sont classées surtout par deux classifications. La première, c'est la classification de Neer. C'est une classification anglo-saxonne. Les fractures sont séparées en fractures à deux fragments, trois fragments et quatre fragments. On va les voir ultérieurement. La classification de Duparc et Olivier, c'est une classification francophone, c'est la plus utilisée en France et chez nous. Elle classe les fractures en quatre grands groupes. Les fractures parcellaires ou des tubérosités, le tubercule majeur et le tubercule mineur, les fractures extra-articulaires surtout du col chirurgical,
les fractures articulaires ou les fractures céphalotubérositaires, et enfin l'association de l'une des fractures précédentes à luxation de l'épaule, qu'elle soit antérieure ou postérieure. On va voir, et on va commencer par la classification de Lire. Elle classe les fractures en fonction du nombre de fragments. Dans la colonne des fractures à deux fragments, on a les fractures simples du col anatomique, les fractures du col chirurgical, qu'elles soient déplacées ou non, engrenées ou non, les fractures du tubercule majeur, les fractures du tubercule mineur et du trochin, et l'association d'une fracture à deux fragments à une luxation antérieure ou postérieure. Pour les fractures à trois fragments, on a l'association d'une fracture du tubercule majeur à une fracture extra-articulaire, l'association d'une fracture du trochin ou du tubercule mineur à une fracture extra-articulaire, l'association des fractures des deux tubérosités avec une fracture extra-articulaire ou une fracture du col anatomique nous donne une fracture à quatre fragments. L'association à une luxation antérieure et postérieure la classe en situation plus grave. Pour la classification et Olivier, on va voir type par type. On a la plus fréquente, c'est la fracture du tubercule majeur ou du trochitaire. Pour rappel, au niveau du trochitaire s'insère le muscle sus-épineux, sous-épineux et le petit rang. Ces trois muscles sont des rotateurs externes qui passent au niveau de l'espace sous-acromial, et sous l'action de ces trois muscles, ce fragment-là du tubercule majeur sera attiré en haut et en arrière. La fracture peut être déplacée, peut ne pas être déplacée, elle peut être parcellaire ou touchant un gros fragment du tubercule majeur. Enfin, l'association de luxation, surtout antérieure de l'épaule, elle est fréquente. Et d'ailleurs, c'est l'association la plus fréquente en fracture luxation de l'épaule. Les fractures du trochin sont un peu rares. Le trochin est attiré en dedans sous l'action du muscle sous-scapulaire. Devant une fracture du trochin, attention à une luxation postérieure de l'épaule. Pour les fractures extra-articulaires, qui sont surtout les fractures du col chirurgical, elles peuvent être engrenées, c'est-à-dire qu'il y a un bon contact entre les deux fragments, comme elles peuvent être associées à une fracture du tubercule majeur, et peuvent être non engrenées avec un grand déplacement. Vous voyez dans cette situation-là qu'il n'y a plus de contact entre le fragment proximal et le fragment inférieur. Et ceci est dû à l'action des muscles. Le fragment proximal est attiré en haut sous l'action du muscle deltoïde et le fragment distal est attiré en dedans sous l'action du muscle biceps et coraco-brachial. Les fractures du côlon anatomique, fort heureusement rares, et elles sont très graves, car le pronostic est grévé par le risque de nécrose, car c'est à ce niveau-là que pénètrent les vaisseaux de type terminal. Et toute interruption vasculaire risque d'entraîner une évolution vers une nécrose céphalique. Pour les fractures articulaires ou céphalotubérositaires, elle associe une fracture du côlon anatomique, des fractures tuberculaires et des fractures sous-tubérositaires. Elles peuvent être engrenées, peu déplacées. Elles peuvent être déplacées, quel que soit le segment qui se déplace, le tubercule majeur, le col chirurgical ou la tête. Peuvent être très déplacées ou carrément associées à une luxation de l'épaule, qu'elle soit une luxation antérieure qui est la plus fréquente, plus rarement la luxation elle est postérieure. Le quatrième type, c'est les fractures luxation, on l'a déjà dit. L'association la plus fréquente, c'est les fractures du trochitaire avec une luxation antérieure de l'épaule, mais il faut toujours chercher une luxation postérieure. Sur le plan clinique, il n'y a pas de grand problème. On va prendre comme type de description la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus chez le sujet âgé. Généralement, il vient suite à une chute de sa hauteur dans un contexte du traumatisé du membre supérieur avec une douleur et une impotence fonctionnelle de l'épaule. Le patient vient dans l'attitude du traumatisé du membre supérieur, donc c'est le membre sain qui supporte le membre traumatisé ou fracturé. L'épaule, elle est plus ou moins tuméfiée, sans déformation caractéristique. Par contre, en cas d'association à une luxation particulièrement antérieure-interne de l'épaule, on peut voir les signes cliniques de la luxation de l'épaule, qui sont le signe de l'épaulette, le coup de hache externe, le comblement du sillon deltopectoral, le signe de Berger. Tardivement, surtout chez la femme âgée, on peut voir une large ecchymose brachio-axillaire appelée
l'ecchymose de Heineken. Vu la proximité de l'extrémité supérieure de l'humérus au niveau du creux axillaire, siège de passage du plexus brachial, de l'artère et de la veine axillaire, donc tout déplacement important risque de les toucher. Donc il faut compléter l'examen par la palpation des poux, par l'examen neurologique à la recherche d'une atteinte du plexus brachial, à la recherche d'ouverture cutanée rarement retrouvée au niveau de l'épaule, et l'atteinte musculaire par interposition du muscle deltoïde et surtout du tendon du biceps. Bien sûr, toujours examiner le malade dans son contexte. S'il vient dans un contexte de polytraumatisé, ne pas oublier les autres appareils. Poser le diagnostic d'une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus se base sur une radiographie de l'épaule de fax, stricte et de profil. Pourquoi on ajoute le mot strict au niveau de l'épaule? Parce que l'épaule n'est pas dans le même plan que le corps. Elle est rétroversée d'à peu près 30 degrés. Pour réaliser une bonne radiographie de l'épaule, il faut faire une rétroversion, c'est-à-dire une inclinaison en arrière du corps avec l'incidence directe des rayons. La radiographie de face doit être comme celle-là, où on voit l'interligne articulaire, la glène, la tête humérale. Vous voyez qu'on peut voir le trochitaire, le trochin, la tête humérale. Réaliser un profil est indispensable. Un profil transaxillaire est l'idéal, mais techniquement difficile à cause de la douleur. On peut se contenter d'un profil de l'omoplate, qui est plein d'informations et facilement réalisable. La tomodensitométrie permet de changer et d'améliorer l'étude de ces fractures-là, car avec ces coupes coronales, frontales et sagittales, on peut bien analyser les traits de fracture, voir des traits qu'on ne voit pas sur une radiographie de face, détecter des luxations antérieures ou postérieures, et avec les reconstructions 3D, on peut voir complètement la fracture et poser la meilleure indication thérapeutique. Cet exemple illustre l'apport et l'intérêt de la tomodensitométrie sur cette radiographie de face de l'épaule qui n'est pas stricte, qui n'est pas correcte, parce qu'on ne voit pas l'interligne, on ne voit pas le col de la glène, on ne voit pas le trochitaire qui est en rotation interne, on a l'impression que c'est une fracture peu déplacée qu'on peut traiter orthopédiquement. Alors que sur le scanner, on découvre une luxation postérieure. Ça, c'est l'apophyse coronoïde en avant et la tête qui est en arrière. Faites attention à cela. Pour les complications, devant toute fracture, on a des complications immédiates qui sont dues au traumatisme. On les voit surtout dans des traumatismes à haute énergie. L'ouverture cutanée, on l'a déjà dit, elle est heureusement rare au niveau de l'épaule. Pensez toujours à rechercher une atteinte neurologique, c'est surtout celle du circonflexe et du plexus brachial qui est très grave. Les lésions vasculaires par atteinte de l'artère de la veine axillaire sont vraiment rares, fort heureusement. Sinon, le pronostic vital de tout le membre supérieur sera mis en jeu. L'association à une luxation est toujours à rechercher. Pour les complications secondaires, c'est des complications qu'on voit en deuxième intention. Elles sont généralement secondaires au traitement. Le déplacement secondaire, on le voit après un traitement orthopédique. Lorsqu'on immobilise un malade par un plâtre, 3-4 jours après, il y a fonte de l'œdème et sous l'action musculaire, la fracture peut se redéplacer. L'infection, c'est une complication liée à toute chirurgie à foyer ouvert. Le syndrome neuro-algodystrophique, appelé actuellement complexe douloureux régional, est une complication très grave, caractérisée par un syndrome pseudo-inflammatoire à la phase aiguë, des troubles, trophiques avec une peau luisante, une raideur importante de l'épaule, une capsulite, très difficile à gérer. Pour les complications tardives, le calvicieux est l'apanage du traitement orthopédique. Une fracture articulaire mérite une réduction anatomique pour une bonne récupération fonctionnelle. Les pseudarthroses sont rares à ce niveau-là. La pseudarthrose, c'est la non-consolidation de la fracture au-delà des délais normaux de consolidation. Elle pose un problème technique de traitement chirurgical. La raideur de l'épaule est la complication la plus redoutable. La nécrose de la tête humérale est l'apanage des fractures du col anatomique. Et enfin, l'homarthrose, qui est l'arthrose de l'articulation gléno-humérale.
Voilà sur cette radiographie une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus. Vous voyez le trait qui traverse le col anatomique, un trait sous-tuberculaire et un trait qui détache le tubercule majeur. C'est une fracture pas déplacée. Bonne indication à un traitement orthopédique. Malheureusement, l'évolution, elle s'est faite vers une nécrose. Une articulation balance assiette plate change à une articulation plat-plat. Donc vous imaginez les difficultés de mobilité et la raideur inéluctable de cette articulation. Pour les formes cliniques, on a deux situations, les fractures pathologiques et les fractures de l'enfant. Les fractures pathologiques sont des fractures qui surviennent pour des traumatismes vraiment minimes sur un os fragilisé par l'ostéoporose par exemple, une tumeur bénigne, surtout chez l'enfant il s'agit surtout de kystes essentiels, comme c'est illustré sur cette photo-là, et les métastases chez l'adulte. Il faut savoir que les deux cancers ostéophiles chez l'adulte sont le cancer de la thyroïde et le cancer du sein chez la femme. Toute la particularité est à l'enfant. L'enfant n'est pas un adulte en petite taille, c'est un être en croissance. Deux types de fractures sont caractéristiques. Les fractures d'écollement, c'est-à-dire qui traversent le cartilage de croissance, et les fractures métaphysaires. Un exemple, vous voyez là le cartilage de conjugaison en V avec le cartilage inférieur. C'est un peu difficile de poser le diagnostic chez l'enfant parfois, d'où tout l'intérêt de réaliser des radios comparatifs. Ce tableau-là résume la croissance et le développement de l'épiphyse humérale supérieure. À 1 an, c'est ce qu'on voit, juste un petit noyau. À 3 ans, l'extrémité supérieure qui commence à se dessiner. À 6 ans, à 10 ans, l'apparition du cartilage en V inversé. À 15 ans et à 18 ans, le début de la fermeture. Vous voyez que c'est difficile de poser le diagnostic d'une fracture devant cette radiographie-là, d'où l'intérêt et l'importance de réaliser des radiographies comparatives et en cas de doute, actuellement, la tomodensitométrie et pourquoi pas une IRM peut poser le diagnostic. Deux fractures sont caractéristiques, les fractures métaphysaires, surtout la fracture en mode de beurre. Qu'est-ce qu'on entend par mode de beurre? Elle ressemble au beurre lorsqu'il commence à se fondre, donnant de poursufflure. En fin de compte, il s'agit d'un tassement sur un os qui est toujours élastique et plastique. Les fractures d'écollement type 2 selon Salter et Harris sont les fractures les plus fréquentes. Qu'elles soient engrenées, c'est-à-dire qu'il y a un bon contact entre l'épiphyse et la métaphyse, ou non engrenées, où il n'y a aucun contact entre l'épiphyse et la métaphyse. Vous voyez cette fracture du col chirurgical, très déplacée. Pour la bonne anatomie, on a traité chirurgicalement et pour éviter bien sûr de toucher au cartilage de croissance. Les fractures d'écollement type A, donc ne détachons pas un col métaphysaire, vu le grand déplacement, vu l'importance du cartilage de croissance, l'incision est faite pour un traitement chirurgical par brochage. Le traitement. Devant toute fracture, l'objectif principal, c'est d'obtenir la consolidation. Mais on est au niveau de l'épaule. On obtient la consolidation, mais surtout, on doit récupérer la mobilité de l'épaule. Je ne cesse d'insister, l'articulation de l'épaule, c'est une articulation très mobile. C'est l'articulation qui permet à la main d'aller dans n'importe quelle position dans l'espace. Avoir une raideur ou une ankylose de l'épaule est très handicapant. Les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus peuvent être traitées orthopédiquement, c'est-à-dire d'une façon non chirurgicale, ou traitées chirurgicalement. Pour le traitement orthopédique, il s'adresse surtout aux fractures non déplacées ou peu déplacées. Plusieurs types d'immobilisation. On a l'immobilisation en coup de corps, l'immobilisation par un plâtre type du Jarry, une simple immobilisation dans une écharpe, un bandage type du Jarry avec de l'élastoplaste, un bandage type maillot clinique, les appareils qui permettent de maintenir l'épaule en abduction réglable allant de 45 degrés jusqu'à 90 degrés sont intéressants. Parce que parfois, par exemple, en cas d'association d'une fracture du tubercule majeur et d'une fracture et d'une luxation antéro-interne de l'épaule, l'immobilisation idéale de la fracture
du tubercule majeur ou du trochiter, c'est en abduction de 90 degrés. Et l'immobilisation de la luxation de l'épaule, elle est coude au corps. Donc on choisit une position intermédiaire en abduction légère antipulsion de 45 degrés, ce qui permet d'avoir une position assez anatomique permettant à la fois une bonne consolidation osseuse et une bonne cicatrisation ligamentaire. Le traitement orthopédique s'adresse aussi aux fractures déplacées qu'on peut réduire, c'est-à-dire remettre en place sous anesthésie générale. Cette illustration donne les grands axes, les grands principes d'une réduction d'une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus. Par exemple, c'est une fracture sous-tubérositaire du col chirurgical très déplacé, non engrainé. Le fragment proximal au rouge attiré en haut sous l'action du muscle deltoïde et la métaphyse, le fragment distal en jaune attiré par le muscle coracobrachial et biceps brachial. Le premier temps de la réduction, c'est la traction. Donc on doit tirer dans l'axe, réaliser une adduction, ce qui permet d'essayer de remettre les choses un peu en place, agir directement sur les deux fragments osseux et les impacter. Si la fracture se réduit de façon anatomique très proche de l'anatomie, on peut immobiliser la fracture, soit dans un plâtre type du Jarry, soit dans un appareil type Mayo Clinic. Et bien sûr, si on réduit une fracture et on traite orthopédiquement, il y a exigence de revoir le malade 2 jours après, au 8e jour et au 15e jour, à la recherche de déplacements secondaires. Dans cette situation-là, c'est une fracture très déplacée, aucun contact entre les deux fragments. On a pu réaliser la réduction, vous voyez là la comminution, et poursuivre le traitement orthopédique. Pour le traitement chirurgical, il est adressé aux fractures déplacées et aux fractures très instables. Plusieurs types d'osteosynthèse sont possibles. On peut stabiliser la fracture par des broches, par des vis, par une plaque vissée, par enclouage élastique ou enclouage verrouillé. Ça peut se faire à foyer fermé, comme dans l'enclouage élastique, l'enclouage verrouillé et les brochages. Elle doit se faire à foyer ouvert par plaque vissée. C'est quoi foyer fermé et foyer ouvert? À foyer ouvert, c'est-à-dire qu'on doit ouvrir le foyer fracture chirurgicalement, exposer les fragments osseux, les remettre en place, c'est-à-dire les réduire et les fixer directement par la plaque ou les vis. À foyer fermé, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas sur le foyer fracturaire, on fait les mêmes manœuvres de réduction comme dans le traitement orthopédique et sous amplificateur de brillance, sous contrôle radiologique immédiat, on vérifie la bonne position et les points d'introduction du matériel d'osteosynthèse. Quelques exemples, la fracture du trochiter déplacée, après réduction, elle peut être stabilisée par vissage, une vis, par un lassage, par un cerclage. Le brochage simple est une bonne indication à ce niveau-là. Vous voyez cette fracture très complexe, traitée par un brochage. Un brochage percutané d'une fracture à 3 fragments, détachant le tubercule majeur, et une fracture sous-tubérositaire avec une luxation gléno-humérale, réduction de la fracture et un brochage. La fracture avec luxation postérieure qu'on a vue précédemment est réduite et stabilisée par une vis épiphysaire et des broches en panier. Le vissage est bien indiqué, cependant c'est un montage un peu fragile où on ne peut pas vraiment commencer une rééducation précoce. On peut associer vissage avec agrafage. La plaque est un moyen d'osteosynthèse plus solide qui permet une rééducation précoce. Cependant, on est obligé d'ouvrir le foyer de fracture et mettre la plaque directement. Et parfois, on est obligé à l'ablation, donc ça va nécessiter 2 actes chirurgicaux. L'embrochage élastique type Hacketol, l'idée elle est ingénieuse parce qu'on va stabiliser une fracture proximale en introduisant des broches dans l'humérus distal. Sur table spécifique, sous contrôle d'un amplificateur de brillance et sous traction, on réalise les mêmes manœuvres de réduction
Et lorsque la fracture elle est bien réduite, c'est-à-dire elle est bien en place, on introduit 2 à 5 broches en fonction du volume de l'os qui permettent de fixer cette fracture. Et c'est un montage qui est quand même assez solide. L'enclouage centromédulaire évite les aléas de la plaque vissée, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'ouvrir le foyer de fracture. On va introduire le clou de proximal en distal par une petite ouverture proximale et avec un guide spécial, on va introduire le clou qui sera verrouillé avec des vis. Toujours avec ce clou télégraphe de proximal en distal avec un verrouillage qui prend la fracture, le clou et l'os. Schéma explicatif. Donc le malade est installé en position de mi-assise, sous contrôle de l'amplificateur de brillance. On analyse la fracture, on fait les manœuvres externes qui permettent de remettre la fracture en place. On introduit par un guide spécial le clou de proximal distal. Ce même guide permet d'introduire les vis qui permettent de maintenir les fragments fracturaires, le clou, avec le reste de la diaphyse. Ce qui permet d'avoir un bon montage, une rééducation précoce, sans nécessité d'ouvrir le foyer de la fracture. Avec une glène en polyéthylène, ce qui permet une mobilité immédiate. Ces prothèses-là ont changé le pronostic fonctionnel, surtout des personnes âgées, et c'est une solution très intéressante en cas de fracture communitive de l'extrémité supérieure de l'humérus où aucune possibilité d'ossosynthèse ne peut régler le problème du malade. En conclusion, les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus sont fréquentes, elles sont plus banales chez l'enfant, difficiles à traiter chez le sujet âgé à cause de l'ostéoporose, elles sont très complexes et très cognitives chez le sujet jeune. Leur prise en charge doit être rigoureuse. L'anatomie, la restitution de l'anatomie est un objectif principal. Une stabilisation solide, garante d'une rééducation précoce, elle est très importante. Malgré tout ça, on doit toujours craindre la raideur de l'épaule, qui reste la complication la plus redoutable. Le développement des matériaux d'ossosynthèse, le développement de la chirurgie prothétique a permis de changer le pronostic de ces patients, a permis, par une rééducation précoce, à améliorer la qualité de vie de nos patients. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.